Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence cet après-midi pour cette conférence, donc, durant laquelle, vous le voyez ici sur cet écran, on va explorer le vitrail au XXIe siècle en évoquant notamment les évolutions réglementaires, les innovations et enfin la question de la transmission. Et pour développer ce sujet, sont à mes côtés Maïmouna Ndao Traoré, proviseur donc, du lycée des métiers d'art, du design, du verre et des structures verrières dans le 5e arrondissement de Paris. À vos côtés, Marie-Alice Scaper, vous êtes directrice générale du Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers à Vannes-le-Châtel, c'est en Meurthe-et-Moselle. Cyril Gouty, vous êtes vitrailliste, maître verrier à Cormeilles dans l'Eure et administrateur d'Ateliers d'Art de France. Et enfin, Juliette Bouzou, vous êtes vitrailliste, maître verrier à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne et délégué régional également pour Ateliers d'Art de France. Et merci d'être là, en tout cas cet après-midi, pour mettre en lumière les engagements que vous portez au service des arts verriers. On va commencer dans un premier temps avec Juliette et Cyril, donc, qui sont à ma droite. Et je vais aussi vous présenter dans les grandes lignes pour découvrir un peu plus encore votre parcours. Juliette, vous exercez votre métier depuis 2015. Vous avez reçu en 2016 le prix Jeune Talent du Carrousel des métiers d'art et de création, toujours pour l'année 2016. Et Cyril, vous êtes titulaire donc d'un CAP et d'un BMA, brevet des métiers d'art, option vitrail, au lycée Lucas de Hainaut à Paris 5e, votre établissement, bien évidemment. On va, dans un premier temps, parler de la réglementation avec l'Union européenne qui est en train donc de renforcer cette réglementation pour la prévention des risques liés à l'exposition au plomb à la suite d'une réévaluation des données scientifiques disponibles portant sur les effets du plomb sur la santé, une directive visant à protéger bien évidemment les salariés qui sont exposés sur leur lieu de travail. Qu'est-ce que propose, Juliette, donc la Commission européenne à ce propos ? Alors, je pense que parmi l'assistance, beaucoup de gens auront entendu parler d'un risque d'interdiction du plomb. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que ça a été un peu le feuilleton du petit monde du vitrail et un peu au-delà pendant à peu près 2 ans. Et en fait, il s'agissait essentiellement du durcissement d'un règlement qui s'appelle le règlement REACH, qui est REACH, un dispositif qui encadre l'usage des produits chimiques en Europe. Et ça a beaucoup préoccupé la profession parce qu'on l'a perçu comme vraiment un risque d'interdiction du plomb. En réalité, ce n'est pas tout à fait un risque d'interdiction, mais de rendre les conditions d'utilisation du plomb tellement difficiles qu'elles seraient hors de portée des ateliers qui sont, dans leur grande majorité, assez petits. Mais en fait, on s'est beaucoup focalisé sur ce règlement REACH, mais un texte de loi peut en cacher un autre, parce qu'à peu près en même temps, la Commission européenne préparait une nouvelle directive. Alors, une directive, c'est un autre type de texte européen, sur les conditions de travail des travailleurs exposés au plomb. Donc, c'était une autre façon d'aborder le même problème. Alors, depuis le début de l'année, la question est plus ou moins tranchée au niveau européen, puisque en début d'année 2024, la Commission a donné une réponse aux nombreuses pétitions qui avaient eu lieu au sujet de cette peur d'interdiction du plomb, et nous a dit que le plomb ne serait probablement pas intégré à ce règlement REACH, et que si jamais il l'était, les métiers d'art seraient probablement exemptés. Donc, on est encore dans quelque chose qui est probable, mais bon, c'est quand même plutôt rassurant. Entre-temps, la directive qui fixe des valeurs limites biologiques de plomb dans le sang, mais qui concerne les travailleurs du vitrail, a été adoptée, en revanche. Et elle a acté une baisse très très forte du taux maximal autorisé, à partir duquel on doit s'arrêter de travailler. Et alors, donc aujourd'hui, les choses sont clarifiées. On sait que le taux passe de 700 à 150 microgrammes par litre. 700, c'était la norme européenne. Ce qu'on ne sait pas encore, et ça a son importance, c'est comment ce texte va être traduit en droit français. Parce qu'il y a 20 ans, l'Union européenne avait donné comme limite 700, mais la France avait choisi 400 pour les hommes, 300 pour les femmes. On a toujours le droit d'être plus exigeant au niveau national. Donc aujourd'hui, la question qui nous reste à suivre, et je crois que c'est important qu'on soit vigilant sur ce sujet, parce que ça va être un sujet en permanente révision, c'est la façon dont le droit français intègre la norme européenne.
Et donc, Cyril, les conséquences pourraient être significatives si la transposition nationale est encore plus exigeante et plus stricte. Quelle est la position du syndicat d'Ateliers d'Art de France sur cette nouvelle directive? Eh bien, la position du syndicat, elle est très simple. C'est que au début, on s'est arrêté effectivement que sur le métier d'art de vitrailliste, effectivement, sur le fait de comment restaurer ou de créer des vitraux avec diverses solutions. Et puis on s'est plutôt orienté sur d'autres métiers, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a de nombreux métiers en France qui utilisent du plomb, et non pas uniquement que dans les vitraux. On s'est aperçu qu'on peut passer des émailleurs, des céramistes, jusqu'aux tailleurs de pierre utilisent du plomb. Donc le syndicat, qui représente 281 métiers, a fait un recensement, et puis on est en train de réorganiser un petit peu ce qu'on appelle un guide de bonne pratique, qui permet tout simplement de voir comment on utilise la matière première. Pour la simple et bonne raison que dans nos ateliers, la prévention n'est pas faite dans les années antérieures. À partir de maintenant, on a mes deux homologues de centres de formation qui mettent en place énormément de réglementations dans leur centre de formation. Mais dans les entreprises, on n'est pas encore aussi bien équipé que ces centres de formation et aussi avertis, on va dire. On est un peu seul dans nos grottes. Et donc, on recherche des choses. Donc, pour revenir à votre question, le syndicat est en train de mettre en place depuis le mois de février, avec des agents du syndicat, un guide de bonne pratique qui permet en fait à plusieurs échelons, de mettre en place des modes de sécurité avec plusieurs étapes et qui nous mettrait en garde et avec des pratiques qui pourraient essayer d'alléger justement le fait d'utiliser cette matière première qu'on utilise depuis l'histoire ancienne, puisque depuis le Moyen-Âge, on utilise ce plomb. Et après, il n'y a pas eu forcément d'études qui a prouvé qu'il y a eu une multitude de morts en France ou en Europe par nous, les verriers, on va dire. Et c'est pour ça que là, actuellement, donc on est sur la finalité de ce guide de bonne pratique qui pourra sûrement sortir en début d'année prochaine. Et qui sera distribué donc dans tous les ateliers auprès de celles et ceux qui en ont besoin. Et plus encore, puisqu'après on compte sur nos centres de formation aussi pour redistribuer et ainsi de suite, avec d'autres syndicats qui utilisent cette fameuse matière pour vraiment le distribuer à très grande échelle. Juliette, je vous laisse reprendre votre souffle. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour faire entendre la voix des vitraillistes autour de cette question du plomb? Excusez-moi. En fait, je vous dirais un peu la même chose que Cyril, c'est-à-dire au sein de l'Atelier d'Art de France, je pense qu'il est important d'informer. Déjà, informer les ateliers, c'est important parce que cette information n'est pas facile d'accès. On sait difficilement ce qui se passe au niveau européen. On n'a pas toujours toutes les infos légales, surtout quand il s'agit de choses qui ne font pas la une de la presse. Mais quand je disais faire entendre, c'est aussi prendre le pouls de ces ateliers et de faire remonter les informations. De quelle manière vous le faites? Je crois qu'en fait, le vitrail a un assez petit monde, donc oui, on discute beaucoup entre nous. Oui. On a nos réseaux et on se connaît, donc c'est aussi un moyen de faire circuler l'information. Oui. Et je crois que pour rebondir sur ce que disait Cyril, oui, en fait, le législateur ne s'en rend pas forcément compte, mais nous, concrètement, quand on doit mettre en place des systèmes d'aération, on n'a pas de fournisseur et on n'a pas de marque. Et on a peur de se tromper, parce que aspirer du plomb, c'est pas comme aspirer des poussières de bois ou autre. Donc voilà, c'est cette information concrète qu'il faut qu'on apporte aux ateliers. Vous disiez tout à l'heure qu'à l'horizon 2030, les ateliers seraient sans doute épargnés par ces restrictions ou l'interdiction au plomb. Vous, dans vos ateliers respectifs, comment vous vous protégez lorsque vous travaillez sur ce matériau? Parce que vous êtes seul dans votre atelier. Oui, moi je suis seul. En revanche, Cyril a beaucoup plus de salariés, donc les exigences sont différentes. Voilà, et ça c'est très important. Les exigences ne sont pas du tout les mêmes. Moi je ne suis pas en contact avec la médecine du travail, étrangement, parce que je suis indépendante. Je dis étrangement parce que j'ai fait une reconversion. Donc pendant 20 ans, je travaillais en bureau. Donc tous les ans, on m'envoyait voir la médecine du travail qui me disait de me tenir droite devant mon écran. Mais depuis que je suis un artisan, personne ne me rend visite. En revanche, vous tenez toujours aussi droite. Ouais, c'est gentil. C'est un souvenir. Sinon, oui, donc les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Donc moi, je m'efforce de faire très attention. Alors, première chose, c'est la base. Je fais ma plombémie tous les ans. Et j'aurais envie de dire, il faut que ça soit... il faudrait que la plombémie amène
les gens qui nous contrôlent à considérer, si elle est faible, qu'on a de bonnes pratiques. Ça devrait déjà être la base. Avoir une plombée mise sous contrôle, ça veut dire qu'on fait les choses pas trop mal. Et comment vous faites les choses alors, vous? Masque, gants, aération, c'est une série de règles qu'on intègre. Mais je cherche maintenant à aller plus loin. Et en fait, j'ai toujours appliqué les règles apprises en CAP parce que vraiment, on nous apprend la prévention du risque de plomb, du risque de coupure en CAP. Mais j'ai passé mon CAP déjà il y a 10 ans, donc maintenant, je cherche à aller plus loin. Mmh. Et de quelle manière? Mais j'envisage de faire un SAS, le fameux SAS, zone propre, zone sale, comme on a sur les chantiers prestigieux tels Notre-Dame. Vous arrivez, vous laissez vos vêtements de ville, vous prenez vos vêtements d'atelier, et dans l'autre sens, si possible, vous avez une douche au milieu. Alors, c'est vraiment très contraignant dans des tout petits ateliers. J'ai 60 mètres carrés et j'ai qu'une seule entrée. Donc, ça va être très difficile, mais je vais tenter de le faire. Et ça, vous le faites pour vous seul parce que vous travaillez toute seule? Je le fais pour moi seule parce que je sais que les centres de formation vont enseigner à leurs élèves de faire très attention. Et je prends de temps en temps des stagiaires. Je n'ai pas envie que mes stagiaires se sentent mal à l'aise chez moi. Je n'ai pas envie qu'ils me disent, tiens, mais à l'école, on ne fait pas comme ça. Donc, je me réserve la possibilité de les accueillir dans des bonnes conditions, autant que possible. Et vous, Cyril, vous faites les choses différemment parce que vous avez des salariés. Combien vous êtes d'ailleurs dans votre atelier? Donc nous sommes 6 dans l'entreprise et avec différents grades. Donc en fait, moi je travaille avec les centres de formation ici présentes. Donc pour Madame Traoré, eh bien, je reçois des stagiaires de son établissement, comme dit Juliette. Pour Madame Skipper, j'ai des apprentis qui sont de plusieurs niveaux. J'ai des apprentis qui sont en 2e, 3e et 4e année. Et puis de ces apprentis-là, ils sont devenus salariés dans l'entreprise. Il y a des salariés qui ont une belle histoire, qui sont devenus meilleurs apprentis de France et que maintenant, je souhaite garder, puisqu'au bout de 6 ans de formation, ce n'est pas uniquement pour les former, c'est pour les garder. Et pour répondre à la question, moi, l'entreprise a 15 ans. Et quand je reviens en arrière, quand j'étais dans l'établissement du lycée Lucanou, où j'étais moi-même élève, si je reviens 20 ans en arrière, eh bien moi, je travaillais avec le plomb à main nue, sans masque. Il y avait des fours à l'amiante qui étaient à côté de moi, qui tournaient. Et jamais un patron m'a dit tu sais, le plomb, c'est dangereux. Et en fait, j'ai appris avec ces centres de formation qui, eux, ont les compétences et qui mettent la sécurité de leurs propres apprentis à me poser des questions. Je dis mais est-ce que c'est vraiment si dangereux que ça? Et de fil en aiguille, eh bien, l'évolution a fait que j'ai commencé à mettre des sécurités en place. Et quels sont les équipements alors que vous avez aujourd'hui? Les équipements, c'est simple. Comme moi, j'ai commencé sans gants, j'ai tout le monde mis dans l'entreprise sans gants. Sans arrière-pensée, bien évidemment. Et puis, arrivé la soudure, j'ai mis des masques à cartouche. Et puis, des masques à cartouche, j'ai mis des hottes aspirantes. Et comme moi, je n'arrive toujours pas à faire de mise en plomb sans gants, eh bien, avec gants, avec gants. Vous continuez sans gants? Moi, je continue sans gants parce que je n'y arrive pas. Puisque j'ai appris mon métier, ça paraît bête, mais je ne connais pas vos propres métiers. Mais si je vous mets dans cette difficulté-là, je peux vous dire que 20 ans après, moi, j'y arrive toujours pas. Par contre, maintenant, mes apprentis, eux, utilisent le gant à 100%. Et ils vous voient quand même sans gants? Je vais ça le samedi et le dimanche qui me voient pas. Vous devez avoir des remontrances de leur part. Exactement. Et d'autres équipements importants, alors, des investissements conséquents que vous avez pu mettre en place? Au vu de ce qui se passe actuellement, il y a la médecine du travail dont on parle, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'inspection du travail. Et moi, j'ai l'inspection du travail qui est venue dans l'entreprise il y a à peu près 1 an. Et là, on voit toutes les contraintes qui sont en train d'arriver. Parce que moi, j'ai une entreprise donc, avec 6 personnes qui m'accompagnent. Mais moi, j'ai une entreprise de 150 mètres carrés. Et quand on me demande de venir et d'installer des douches, des sas, alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai des femmes et des hommes dans l'entreprise. Donc, il me faut un vestiaire pour les hommes, un vestiaire pour les femmes, un vestiaire où ils se changent avec les affaires propres, un vestiaire avec les affaires sales. Donc, comme vous l'avez bien compris, ça fait 4 vestiaires. 4 vestiaires dans une entreprise, plus une douche, plus un lieu où je dois mettre... Je t'en ouvrir un hôtel parce que je n'y arrive plus, moi. Donc, j'essaye de mettre tous ces protocoles en place. Mais là, je vous avoue que je suis en pleine réflexion à me dire, malheureusement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon propre métier ou pas? Après 25 ans d'expérience dans le domaine. Parce que vous percevez ces nouvelles réglementations sur l'utilisation du plomb comme trop contraignantes? Non, c'est-à-dire que... Donc là, on a parlé 2030. 2030, ça paraît lointain.
Mais on a aussi une autre règle qui nous dit qu'en 2026, il faut qu'on soit en règle. Et 2026, c'est demain, c'est dans 1 an et 3 mois. Et moi, construire 4 vestiaires, une douche, salle de bain, j'ai du mal à me projeter avec tous les chantiers qu'on a en entreprise pour pouvoir le faire, puisqu'il faut aussi dire qu'on doit les former, on doit avoir une vie d'entreprise, on doit chercher des chantiers tout en se mettant aux normes. Et on ne peut pas faire ça en un claquement de doigts. Et quelles pourraient être alors les conséquences immédiates liées au durcissement de la réglementation pour votre entreprise ? De tout simplement de perdre la transmission, et l'un va avec l'autre. Donc là, nos 2 homologues n'ont pas encore pris le micro depuis tout à l'heure, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Je les vois s'impatienter. Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, on est tous liés sur ces chaises. Parce que moi, si j'ai pas possibilité d'envoyer et dans l'un et dans l'autre dans les centres de formation, je peux pas transmettre mon savoir-faire depuis plus de 20 ans. Donc la conséquence, elle est simple, c'est est-ce que le savoir-faire français, où on détient plus de 60% du patrimoine mondial au niveau des vitraux, pourra continuer à perdurer avec une réglementation qui est drastique et très dure à appliquer. Et de ce fait, est-ce que le changement de matériaux est inévitable, c'est-à-dire d'exercer votre métier sans plomb ? Il est impossible, je dis bien, il est impossible de ne pas utiliser le plomb, notamment pour la restauration. Si on m'interdit le plomb et qu'on me demande, je ne serai plus là dans 60 ans, mais si on me demande de restaurer un vitrail dans 10 ans qui est à restaurer, eh bien, comment on fait pour toucher un vitrail qui contient du plomb si on m'interdit de toucher le plomb ? Juliette, pour vous, votre activité, où vous travaillez seul, quel est le constat que vous faites si il y a ce durcissement donc, de la réglementation et les conséquences immédiates pour votre travail au quotidien ? Conséquences immédiates, je pense que je n'embaucherai jamais. Et ça, c'est triste. C'était déjà compliqué de toute façon, parce que c'est compliqué en France d'avoir un salarié, c'est beaucoup d'administratif. Quand on est seul et qu'on fait tout, c'est déjà pas facile. Mais là c'est clair, j'embaucherai jamais, c'est certain. L'autre chose, je m'inquiète, là c'est pas pour moi, mais je m'inquiète de la concurrence déloyale des ateliers qui n'auront pas de salariés comme le mien, qui sera exercée sur les ateliers qui auront fait l'effort d'avoir ou de garder des salariés. Et je pense que c'est là qu'on aura un vrai risque. On continuera d'avoir des gens capables de restaurer des vitraux, mais ils seront tout seuls. Donc on aura un vrai risque de perte de compétences, et notamment si dans 10 ans une autre cathédrale brûle, qui ira restaurer, qui ira déposer les vitraux en urgence comme sur Notre-Dame il y a 5 ans. Est-ce que ça sera des ateliers français comme c'était le cas, ou est-ce que ce sera des ateliers allemands ou anglais qui seront pas soumis qui seront peut-être pas soumis à des critères aussi stricts que nous? La question est réelle, parce que les Anglais, ils sont un petit peu plus tranquilles que nous, ils sont hors de l'Union européenne, et puis les lois sont moins strictes chez eux. Les Allemands, ils demandent qu'à venir sur le marché français. On les voit essayer de venir sur le marché français régulièrement. Donc, c'est pas exclu. Et j'ai vraiment envie de faire le parallèle avec les agriculteurs. On a un beau secteur qui s'en sort relativement bien. On l'accable de normes, et bien un jour ou l'autre, d'accord, on a protégé la santé des salariés, des travailleurs, mais on n'a plus de secteur. Donc on est perdant quand même. Et si on est positif, est-ce que vous pensez que ces restrictions pourraient favoriser plutôt l'innovation dans les arts verriers ? Je pense que de toute façon... Alors, il y a quand même une chose à avoir en tête, c'est que la contrainte sur le plomb, elle est dans l'air du temps. C'est vrai qu'en France, on est doué pour ajouter des contraintes, être les plus forts en termes de contraintes, mais elle est quand même dans l'air du temps. On l'observe quand même dans d'autres pays. Donc je pense que oui, on a quand même intérêt à travailler sur des créations sans plomb. En tout cas, c'est un des axes de mon atelier. Ça peut être du verre gravé, monté en double vitrage, des choses comme ça. Dans quelques instants, on en parlera avec Marie-Alice Quand je dis sans plomb, c'est pas avec un substitut au plomb, c'est des alternatives qu'on peut explorer. Alors, je ne suis pas très fan du fusing, je pense plutôt à du verre gravé, plaqué, des choses comme ça. Et je pense qu'on a quand même intérêt à le développer, surtout si on veut que le vitrail revienne dans l'architecture. Parce que quand la pression ne vient pas du législateur, parfois elle vient du client. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de travailler pour des promoteurs immobiliers. Parfois, ils ne posent pas la question, parfois, ils ont peur du plomb. Donc, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir une alternative à leur proposer. Et ça reste de la création verrière. Il n'y a pas de raison de... La technique traditionnelle, elle est très puissante. C'est pour ça qu'elle s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. Elle est assez incomparable pour tout un tas de raisons. Mais ça n'est pas la seule. Donc, on peut aussi développer d'autres techniques. Mais quelle place, justement, puisque vous parliez d'intervention dans certains halls d'immeubles, a le vitrail dans l'art au XXIe siècle ? Est-ce qu'il est encore suffisamment employé, utilisé, valorisé ?
Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue pour laisser la parole. Mais on a encore du temps à arrêter, vraiment, il nous reste 40 minutes. non, ça va. Très bien, très bien. Tout va bien. Je pense que le vitrail, c'est un art très particulier, dans le sens où, à ma connaissance, c'est le seul art qui a déjà failli mourir plusieurs fois. On le connaît bien dans le métier. Au XVIIIe siècle, les vitraux n'étaient plus à la mode. D'ailleurs, les vitraux de Notre-Dame de Paris du XIIIe siècle, il n'en reste pas beaucoup. Il ne reste que les roses, parce qu'au XVIIIe siècle, tous les autres ont été enlevés, parce que c'était plus à la mode. Et ça, c'était la première période difficile. Donc, il y a eu à peu près 100 ans pendant lesquels on ne faisait plus de vitraux. C'est revenu à la mode par les Anglais avec le néo-gothique. Et puis, la deuxième période critique, je pense, c'est les années 70. Parce que là, c'est l'architecture moderne qui avait décidé qu'il fallait jeter les arts décoratifs à la poubelle. Ce n'est pas mes termes, c'est ceux de Corbusier. La place des arts décoratifs est dans les poubelles de l'histoire de l'art. Et c'était aussi une période... Dans les années 60, ça allait encore, parce qu'on n'avait pas terminé de restaurer les églises après la Seconde Guerre mondiale. Mais 66, c'est la fin du ministère de la Reconstruction des lieux de culte. Et, enfin, c'est la fin de ce programme-là. Et du côté du vitrail civil, il ne se passe plus rien du tout. Et ensuite, à partir des années 80, vous avez les premiers projets du ministère de la Culture qui commencent à considérer que le vitrail peut être une forme d'art contemporain. C'est Saint-Dié. Et puis après, vous avez le projet que tout le monde connaît, c'est Soulage à Sainte-Foy-de-Conques. Et là, on doit quand même une fière chandelle au ministère de la Culture de cette époque, parce qu'on est un des seuls pays au monde à avoir autant de créations contemporaines. Et je pense que ce n'est pas toujours l'image qu'on a du vitrail, mais il y a énormément de projets contemporains magnifiques en France. Et encore aujourd'hui, parce que vous disiez que vous avez eu la chance d'intervenir sur des halls d'immeubles, c'est-à-dire que les constructions neuves font appel à vous, oui, à votre savoir-faire pour y mettre du vitrail. Alors ça, c'est tout nouveau. Ça, il faut un petit peu se battre pour l'obtenir. Mais vous avez aussi des tas de projets de création à l'église, dans l'église. On voit bien aussi Notre-Dame, le dernier appel d'offres. Et ça, c'est assez unique dans le monde, en fait. Parce que l'église anglicane en Angleterre, elle ne fait pas ça. L'Allemagne non plus. De toute façon, c'est des protestants pour la plupart, donc ils n'ont pas de vitraux dans leurs églises. Mais là, on parlait d'immeubles notamment. Oui, que dans ça, des c'est un lieux stade un peu d'habitation supplémentaire, privés, parce qu'effectivement, les architectes commencent à se retourner vers les arts décoratifs, un petit peu. Cyril, vous faites le même constat? Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, on oublie aussi, là on parle des vitraillistes et autres, mais les vitraillistes n'existeraient pas non plus avec les souffleurs de verre. Et on a la chance aussi en France d'avoir des talentueux souffleurs de verre. Je pense à, par exemple, la Verrie de Saint-Just, qui est la filiale de Saint-Gobain, avec des verres totalement innovants. Donc par rapport à votre question, nous, sur les 6 personnes dans l'entreprise, j'ai du travail jusqu'à mars 2026. Et on a 60% de restauration du patrimoine, effectivement, qui est notre plus gros secteur. Mais la partie création grignote du terrain, je dirais même de mois en mois. Ça n'arrête pas. Et je parlais de cette verrerie parce que, par exemple, il y a un verre qui est extraordinaire, qui s'appelle le verre dichroïque, qui change de couleur en fonction de l'intensité de la lumière. Il change en fonction des saisons. Et ça vous transforme totalement un lieu. Et un lieu de culte qui décide justement de mettre des verres comme ça un peu innovants, je peux vous dire que là, on vient de refaire une église complète. Et les gens qui sont totalement profanes rentrent dans l'église en disant « Ah oui, il y a des verres comme ça qui existent. » Et c'est incroyable de voir les yeux qui s'illuminent avec des verres comme ça qui scintillent de cette manière-là. Et pour compléter encore mes propos, moi, je vous invite, quand vous regardez ne serait-ce que la télévision, vous baladez ou autre, le verre, le vitrail, il est autour de vous partout. Parce que c'est la lumière. Ça la transforme et ça la colore, oui. Puisqu'on part sur une note positive, quel conseil vous donneriez, avant de laisser la place évidemment aux établissements de formation, aux jeunes qui souhaitent devenir vitraillistes et exercer le même métier que le vôtre que vous avez choisi maintenant il y a quelques années? On n'a aucun mal à promouvoir le vitrail avec la jeune génération. Quand on pose une candidature dans les 2 établissements pour avoir des apprentis, Mme Traoré pourrait vous le dire, Mme Skipper aussi, quand je dis qu'il y a une place qui se libère dans l'entreprise pour avoir un apprenti, c'est entre 70 et 120 candidatures qui m'arrivent de toute la France pour une personne. Et pourquoi, à votre avis, c'est un secteur qui plaît aux jeunes plutôt que d'autres domaines? Eh bien, c'est un secteur qui est très créatif, qui est aussi dans la restauration. Quand on parle du domaine du verre, du vitrail, eh bien, il faut aussi toucher un petit peu à la pierre, au bois, au métal. Vous touchez à toutes les matières.
Vous allez dans des lieux qui sont totalement insolites. Vous passez chez un privé appartement parisien et le lendemain, vous trouvez au bord de mer chez un particulier. Ce que recherche aussi un jeune actuellement, c'est de la diversité et pas du rondonnement d'un métier qui on fait la même chose chaque semaine. Là, c'est la diversité. On est dehors, on est à l'intérieur, on est dans des cathédrales, on est dans des petites chapelles privées. On peut travailler chez un particulier, une personne de connue. C'est un métier qui permet aussi de s'exprimer. Et ça, c'est important aussi quand on a un jeune qui vient et qui dit voilà, qu'est-ce que je peux faire dans le domaine du verre. C'est incroyable les possibilités qu'il peut y avoir. Voilà, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des vitraux partout. Si on sonde la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des vitraux à la maison? C'est quand même pas mal. Je crois qu'il y a un stand qui en vend pas trop loin aussi. Là. Ça laisse beaucoup de clients pour nos 2 vitraillistes qui sont là pour la création. Exactement. Alors, on va revenir maintenant à l'apprentissage avec, merci à tous les deux, en tout cas, Juliette et Cyril. Avec vous, Marie-Alice Scaper, vous êtes directrice générale du CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Je rappelle que c'est à Vannes-le-Châtel, en Meurthe-et-Moselle, cité du verre et du cristal depuis près de 2 siècles. Pourquoi le travail du verre s'est développé dans cette ville ? Alors dans cette ville, mais dans la région de manière globale, puisque c'est vrai que toute la partie ex-Lorraine, avec la limite avec l'Alsace, était une zone vraiment connue pour le monde du verre et du cristal. C'est d'ailleurs dans cette région que vous avez encore les derniers cristalliers en France, Dôme, Lalique, Baccarat, Saint-Louis. Pour les noms, si ça vous parle, ce sont les derniers cristalliers français qui sont installés dans cette région. Et en fait, c'est simplement historiquement parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur place. Il y a le bois des forêts pour faire monter la température des fours de fusion. Il y a le sable pour fabriquer du verre, sable, silice, chaud et calcaire pour faire du verre, si je simplifie. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et c'est comme ça que les premières verreries se sont implantées vraiment. Avant, les verreries, elles étaient nomades. Elles allaient justement là où il y avait de la matière première pour fabriquer le verre. Et implanté depuis 250 ans, c'est ça ? C'est ça. En fait, il y a un peu plus de 250 ans que la verrerie puis cristallerie de Vannes-le-Châtel a été créée, à peu près en même temps que Baccarat, justement. Je vérifié ça dans les dates 1764 ou 65 de mémoire. Voilà. Et depuis 1991, il y a le CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, qui est devenu depuis, il faut le dire, la référence en matière de formation professionnelle et de développement aux arts verriers. Le CERFAV s'est également doté de moyens en matière de recherche, de transfert de technologie et d'innovation, d'un centre de ressources qui en font une structure essentielle pour la filière du verre. Quelles sont les missions que vous vous êtes fixées ? Alors en fait, quand le CERFAV a été créé dans les années 90, c'était vraiment une volonté locale. C'était suite au choc pétrolier. Les cristalliers commençaient à avoir des difficultés. Et donc, localement, est née la volonté de quelques hommes et femmes du territoire de garder les savoir-faire verriers. Mais dès le départ, si vous entendez bien, le nom n'a pas changé. CERFAV, Centre européen, donc déjà ils avaient la vision de l'Europe à l'époque, Centre européen de recherche et de formation. En fait, ils ne voulaient pas qu'un centre de formation et de sauvegarde des savoir-faire verriers, ils voulaient qu'il y ait aussi de la recherche et de l'innovation, puisque justement, sinon pourquoi former des jeunes si toutes les cristalleries sont en train de licencier ? C'est pas très logique. Et donc l'idée était de dire non mais on va sauvegarder les savoir-faire, les transmettre et voir comment on peut faire de la création contemporaine avec aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il y a le petit film, vous verrez passer des exemples de pièces de nos élèves, mais justement nous avons toujours tout axé sur la création à partir des savoir-faire traditionnels qu'on avait sur le territoire. Et si on revient à la question du plomb, comment vous sensibilisez justement les étudiants et les professionnels aux enjeux de santé et de sécurité liés à ce matériau ? Alors donc forcément via le plomb, à travers nos formations, évidemment, centres de formation comme les lycées, on est très strict sur la partie sécurité pour tous nos apprenants. Donc évidemment on est équipé des différents équipements dont vous avez parlé, des sas, des vestiaires, on a tout ce qu'il faut et on essaye de leur apporter les bonnes pratiques dès le départ pendant la formation pour qu'ils les gardent ensuite dans les ateliers quand c'est possible. Mais évidemment, c'est un contexte particulier, on n'est pas un atelier. Et donc, nous, on se doit d'avoir tous les équipements de santé et sécurité au travail, donc tous les EPI, équipements de protection individuelle, les hôtes, etc., etc. Et donc, on les sensibilise où, en fait, ils ont, enfin voilà, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Quand ils sont là, ils doivent suivre les règles. Mais on implique toutes les équipes. On en parlait justement le temps du repas de midi. Quand on a des chargés de com qui font des belles images, ils ne demandent que ça, de pouvoir prendre une belle photo d'un apprenti en train de monter un vitrail. Ils disent mais non, mais enlève les gants, c'est pas beau tes gants. Bah, non, on n'enlève pas les gants. Ça, c'est juste pour l'esthétique de voilà, l'image. C'est peut-être moins joli sur la photo, mais c'est important. On garde les gants et il faut l'assumer. Voilà. Donc c'est le message vraiment qu'on essaye de transmettre à tous nos apprenants.
Et comment la nouvelle directive qu'on a évoquée tout à l'heure, ou l'éventuelle interdiction du plomb, affecterait-elle la formation et la recherche dans le domaine des arts verriers? Alors, peut-être juste pourquoi la recherche, je peux revenir là-dessus. C'est vrai que du coup, on est complémentaire avec les lycées, c'est-à-dire que nous, on n'est pas un lycée, on est une association donc du domaine privé. Et en fait, dès le départ, comme on a fait formation, recherche et innovation, R&D et culture, on a la chance d'avoir des structures qui mélangent les trois. Et on propose toujours le côté innovant à nos élèves. Et ça, petit à petit, au fil des années, ça s'est pas fait dès le début bien sûr, mais petit à petit, on a développé aussi des expertises en matériaux et en procédés. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous passe tout l'historique, mais au jour d'aujourd'hui, on a une équipe, on est à peu près une quarantaine de personnes au CERFAV, et on a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont docteurs et ingénieurs en matériaux et en procédés. On a un laboratoire, comme les laboratoires universitaires, puisqu'en fait, on est labellisé par le ministère de la Recherche pour nos compétences en recherche artisanale et industrielle. Et donc, on a sur place des docteurs en chimie qui peuvent travailler aussi sur le côté risque lié au plomb. Et on y a travaillé déjà depuis un moment, même avec les cristalliers, puisque je pense que je ne trahis pas de secret en disant qu'il y a aussi du plomb dans le cristal. Et donc là aussi, le sujet est venu sur la table avant de venir sur la table du vitrail. Donc ça fait déjà de nombreuses années qu'on travaille avec eux. Et donc là, c'est différent, puisque pour le vitrail, on parle vraiment de plomb métallique pour faire l'assemblage des morceaux de verre. Et donc là, c'est sur le plomb métallique. Assez rapidement, les fédérations en fait, nous ont demandé si on pouvait se pencher sur la question en disant on sent que ça risque bientôt d'arriver au cas où. Est-ce qu'on ne peut pas chercher un substitut pour si vraiment du jour au lendemain les vitraillistes français se retrouvaient à ne plus pouvoir utiliser de plomb, qu'est-ce qu'on fait? Et donc vous avez déjà des solutions? Alors, on commence à en avoir, mais la recherche est en cours. Et évidemment, la recherche, ça demande du temps, ça demande des moyens. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est prouver aux autorités qu'on n'a peut-être pas de solution là, tout de suite, maintenant, mais il faut nous laisser le temps. On s'y penche. On a des bonnes pistes. En fait, on a déjà essayé un alliage qui semble plutôt pas mal. Mais il faut encore du temps parce que ça demande des analyses complémentaires, des tests de vieillissement. Il faut que l'alliage résiste dans le temps comme le résiste aujourd'hui le plomb. Combien de temps dure le plomb lorsqu'on l'installe sur un vitrail? Un vitrail, ça a une moyenne de 60 ans à 120 ans. D'accord. Alors ça paraît large, la fourchette, la moyenne en gros c'est un siècle. Tout simplement sur l'orientation. Si votre vitrail il est plus orienté sur des intempéries, des pollutions, des choses comme ça, il va avoir une durée de vie plus réduite. Voilà, exactement. Vous allez chez un particulier où ce vitrail-là, il fait la séparation d'un couloir et d'un salon. 120 ans, il est encore jeune. D'accord. Et ensuite, vous remplacez l'ensemble du plomb. Ce qui est remplacé, c'est effectivement uniquement la résine de plomb. Le verre, lui, c'est des siècles et des siècles. Et cette résine de plomb, en fait, elle casse au niveau des soudures. Elle s'affaisse au niveau du poids, puisque tous les verres du haut appuient sur les verres du bas. Et c'est pour ça que parfois on voit des vitrails bombés. Exactement. Parce qu'il y a trop de poids et une usure en fait, du temps. Voilà, donc pour répondre à la question, une moyenne d'un siècle. Et là, donc si on revient sur l'innovation, les produits sur lesquels vous travaillez, il faut être au plus proche de cette durée de vie du matériau. Exactement, c'est-à-dire que là, le premier alliage qu'on a trouvé qui se rapproche plutôt pas mal de la malléabilité du plomb. Après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes catégories de plomb et différentes malléabilités. Nous, vraiment, notre point de départ, c'est le plomb actuel et ses différentes formes, et on essaye de s'en rapprocher. Et là, on en a un qui s'en rapproche bien pour la qualité demi-dure, pour info. Et donc, ce plomb-là, on a fait un montage d'un petit vitrail avec cet alliage sans plomb. Est-ce que vous l'avez vu tous les deux? Pardon, je vous coupe. Oui. Est-ce que vous avez vu ce montage? En photo. On l'attend. En photo, on l'a déjà vu. C'est la surprise. Alors, il y a... Pardon. Et du coup, on est en train de faire des tests de vieillissement accéléré en laboratoire, où justement, on lui fait subir de manière accélérée des différences de température, d'exposition à des brouillards salins, des choses comme ça, pour voir comment il vieillit et pour comparer avec... En fait, on a fait le même vitrail qui est à la fois avec plomb et le même sans plomb. Et on fait des tests comparatifs de vieillissement accéléré, par exemple. Et ces essais-là sont toujours en cours en ce moment? Ils sont toujours en cours, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que le coût sera le même? Parce que le plomb a un coût particulier. C'est impossible que le coût soit le même. En fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des conséquences aussi sur le côté économique global du vitrail, puisque le plomb est le métal qui coûte le moins cher. Quand on regarde le cours des différents métaux. Donc, si on substitue le plomb par un autre, c'est pas un seul autre métal, c'est un alliage de différents métaux. Les autres métaux coûtent unitairement plus cher que le plomb. Donc, forcément, l'alliage coûtera forcément plus cher que le plomb. Et ça veut dire que ce sont des matériaux qui sont facilement aussi disponibles que le plomb, ou ça sera plus difficile pour les obtenir?
Une fois la composition bien définie, là après ce sera comme le plomb. Enfin après c'est une histoire de mise en forme, des tirages d'alliage comme on a les alliages dans n'importe quel domaine. De toute façon notre point de départ dans la recherche, on commence toujours une recherche comme ça a été de faire un état de l'art. Et donc notre état de l'art pour rechercher ce qui est possible. Madame Esservi est avec nous. Hein. Non, c'est pas Madame Esservi. C'est pas Madame Esservi la sorcière, ma sorcière bien aimée. J'avais le choix entre l'un ou l'autre. C'était sur la même chaîne en tout cas. C'est la magie pour trouver le substitut. Revenons au vitrail. Oui, pardon, j'en étais où on va avancer quand même parce que le temps passe, puisqu'on parle en fait de durabilité. Est-ce que le matériau aurait également des conséquences sur les techniques de fabrication ? Alors, ce sera possible qu'il y en ait, ça on ne sait pas encore. Nous, on a essayé, ça a été une des parties de notre cahier des charges également, ça a été de dire qu'on veut que les ateliers puissent l'utiliser avec leurs outils actuels. C'est-à-dire on ne change pas la manière de souder, on ne change rien du tout, on garde les outils. C'est-à-dire que ça ne nécessiterait pas de formation nouvelle pour celles et ceux qui sont dans les ateliers ? Alors, je ne peux pas encore m'avancer puisque, en fait, on a prévu aussi de faire justement des essais. C'est-à-dire que là, quand nos tests de vieillissement seront bons, quand on sera confirmé que l'alliage devrait marcher, être résistant dans le temps, etc., et ben, du coup, on a prévu avec toute une série d'ateliers qui étaient volontaires, d'envoyer cet alliage pour des essais à taille humaine dans l'atelier. C'est-à-dire que nous, on l'essaye dans nos ateliers, mais avec nos profs ou nos élèves, et on n'est pas évidemment dans un contexte de production intensive, comme ça peut être dans un atelier. Et donc, on a besoin du retour aussi des ateliers qui l'utilisent de manière intensive pour voir si, éventuellement, ça change peut-être d'autres choses dans la manipulation, enfin qu'on n'arrive pas non plus avec des troubles au niveau du poignet ou des doigts ou je ne sais quoi, dû au fait que ce serait peut-être un peu plus dur que le plomb ou des choses comme ça. Tout ça, ça reste encore à analyser. Et pour cela, vous allez faire appel à des ateliers, je pense ici à Juliette Bien et sûr. Cyril, par exemple, pour qu'ils puissent être en test, à l'épreuve en quelque sorte. Absolument, c'est ça. Et tout à l'heure, avec Cyril, on parlait de la conservation des vitraux historiques. Est-ce que vous, justement, au CERFAV, vous étudiez des protocoles de conservation des vitraux historiques qui contiennent du plomb ? Alors, nous, on n'est pas trop sur la conservation, puisque nous, on a deux formations principales. Donc, la formation par apprentissage, donc pour les jeunes qui passent en alternance le CAP vitrailliste. Par contre, on n'est pas du tout sur la partie restauration, etc. Là, c'est des modules complémentaires. Du coup, je laisserai Madame Traoré en parler, ou alors des modules complémentaires à la Sorbonne. Nous, on n'est pas trop là-dessus. Par contre, c'est notre équipe de chercheurs sont sur d'autres sujets en parallèle. Et on a un projet actuellement justement sur le côté restauration pour travailler un petit peu sur le verre. Parce que, comme le disait Cyril tout à l'heure, donc c'est vrai qu'en général, c'est la partie du plomb et les soudures qu'on change quand on rénove un vitrail. Mais parfois, le verre peut être aussi un peu sali ou un petit peu abîmé en surface. Et nous, on est en train de travailler en ce moment avec les laboratoires universitaires sur une technique pour redécaper légèrement en surface le verre, pour lui rendre son éclat d'antan et remettre une petite couche protectrice dessus. C'est-à-dire parfois pour 100 ans. La surface est encrassée. Elle peut être un peu érodée aussi. Vous savez, le verre, c'est vivant, comme on aime bien dire. Enfin, on dit souvent que le verre, c'est un liquide qui est figé. En fait, les atomes dedans, ils peuvent encore bouger, ils peuvent s'extruder, comme on dit. Il y a des particules comme le sodium qui peut remonter un peu à la surface et on peut avoir une érosion un petit peu du verre. Est-ce que vous collaborez avec d'autres institutions européennes pour partager vos connaissances, notamment sur les alternatives au plomb que vous aviez évoquées il y a quelques instants ? Alors, pas spécifiquement sur le plomb. C'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres centres européens, notamment il y a un centre en Italie, en Allemagne, qui travaille sur le matériau vert aussi de manière générale. Mais vraiment sur la thématique du plomb dans le vitrail, faut savoir que c'est quand même la France qui est le plus intéressée, parce que c'est quand même en France qu'on a le plus de vitraux mondialement. Et en fait, on n'a pas trouvé, quand on a fait notre état de l'art, d'autres centres qui avaient déjà des pistes engagées sur la recherche d'un substitut au plomb. Donc sur ce sujet-là, non, pas vraiment. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Alice, pour cette présentation. On va clore avec vous, Maïmouna Enda Traoré. Vous êtes, je le rappelle, proviseur du lycée des métiers d'art, du design, du verre et des structures verrières de Paris. C'est dans le 5e arrondissement. Vous êtes aussi, il faut le souligner, l'auteur du récit « Moi proviseur », journal impertinent d'une jeune chef d'établissement combatif qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Récit durant lequel vous dévoilez les coulisses de votre métier à l'aune de la société dans laquelle nous sommes. Je vous invite à lire quelques articles qui sont parus dans la presse ces derniers jours. Vous êtes donc à la tête de l'unique école publique du verre en Île-de-France, orientée dans les options art et technique du verre et incluant donc l'option vitrail dès l'entrée du parcours lycée.
Qu'enseignez-vous précisément ? Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir partager notre passion du patrimoine, notre passion du verre et du vitrail. Et donc le lycée Lucas de Néou, situé dans le 5e arrondissement, donc au cœur du quartier latin, où nous avons choisi de poser l'intelligence manuelle au cœur de l'intelligence théorique du quartier latin, très prestigieux. Donc vraiment, on est en bas de la rue d'Ulm, Panthéon. Et c'est surtout un ancien couvent des Feuillantines où Victor Hugo et Pasteur ont été élèves. Donc je vous invite à venir nous visiter, si vous le voulez. Et nous avons un site Instagram pour montrer un peu aux jeunes ce que nous y faisons, parce que c'est aux jeunes qu'on s'adresse pour cette transmission dont on vient de parler. Et on se retrouve chaque année ici dans ce merveilleux salon, justement pour partager nos savoir-faire. L'élève sortant de classe de 3e avec son brevet de collège arrive chez moi et peut commencer tout de suite une année de formation en 2 ans de CAP, certificat d'aptitude professionnelle. J'accorde beaucoup d'importance à ça parce que le CAP, c'est la base. C'est-à-dire c'est là où on va vraiment acquérir la technicité et les gestes professionnels. En 2 ans. Et tout de suite, il sort et les entreprises se l'arrachent. Donc nous, on les garde parce qu'on veut les amener en brevet de métier d'art, 2 ans supplémentaires pour justement perfectionner cette fois-ci sur la partie vitrail, décoration sur verre, en passant par toutes les techniques de façonnage, de peinture sur verre, etc. Donc Cyril, qui a été élève dans cet établissement, connaît tout à fait les ateliers qui sont les lieux d'apprentissage par bonheur, avec de la musique, avec du temps, et avec surtout ce passion de transmission au quotidien. Après le brevet de métier d'art, l'élève peut passer par Parcoursup et rentrer tout de suite en DNMAD, qui a été créé en 2018, qui sont les diplômes nationaux de métier d'art et du design. C'était les DMA qui ont été transformés. Et là, il peut passer 3 ans et sort avec un grade de licence. Donc, je vais accueillir des élèves de 15 à 55 ans, voire plus, puisque dans la formation initiale et dans la formation continue, et maintenant dans la formation en alternance, l'apprentissage que nous avons proposé depuis maintenant 2 ans seulement. Donc voilà, on va balayer CAP, BMA, DNMAD, avec aussi une formation d'initiative locale, FCIL, sur la technicité de la peinture sur verre, FCIL. Ça donne envie, en tout cas, quel que soit l'âge que l'on a, de vous rejoindre parce que vous présentez les choses brillamment. Comment vos programmes vont s'adapter aux nouvelles réglementations qu'on a évoquées depuis le début de cette conférence sur l'utilisation du plomb dans le vitrail ? Alors, les programmes de l'établissement sont soumis aux règles strictes de la sécurité, dans l'hygiène d'abord et la sécurité au travail. L'établissement est public, gratuit, et donc soumis au contrôle de l'Éducation nationale, notre maison. Et nous avons donc des corps d'inspection qui sont là pour nous accompagner dans la pédagogie et dans la sécurité. L'inspecteur en charge de la santé et sécurité au travail, aussi la CRAMIF et l'ARS. Tout le monde a connu l'ARS. Agence régionale de santé. Voilà, au moment de ce satané Covid qui nous a fait du mal, l'ARS a été beaucoup usitée. Et donc moi, je suis, et la région Île-de-France également. Donc tous ces partenaires-là sont d'une vigilance accrue avec l'établissement, avec un œil posé dessus pour justement que nous mettions en place ce qui n'avait pas pu être fait quand Cyril l'a dit il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire ne pas être sur les gestes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper du verre. C'est vrai que c'est pratique lorsqu'on veut sentir le chant du verre et le toucher du verre. C'est d'une passion, c'est de quelque chose, je vous invite vraiment à toucher, ça fait plaisir. Donc c'est vrai que quand on met du vitrail, parce que j'ai l'impression, de la manière dont vous en parlez, que vous avez déjà pratiqué. Ah oui, je pratique. Ouais. Lorsqu'on est proviseur, on sait tout faire. Voilà. Et surtout, non, c'est surtout que j'ai choisi ce lycée-là parce que j'ai une passion avec le verre depuis mes 16 ans. Et donc, lorsque j'arrive en 2020 dans l'établissement, je ne cesse que de mettre mon bleu de travail, de mettre mes EPI et d'aller dans les ateliers et de pratiquer moi-même et de couper du verre et de fabriquer devant vos élèves. Mon panneau de vitrail avec mes élèves. Avec les élèves. Avec mes élèves, pas devant, avec mes élèves. Voilà, je suis une apprenante comme eux et je viens bien évidemment sous la houlette des professeurs d'atelier qui sont des professionnels, certains anciens élèves de l'établissement, puisque c'est le seul établissement qui forme vraiment
ou à ce merveilleux métier avec ces technicités-là reconnues. Donc, on revient à la réglementation. Nous revenons à la réglementation. Vous voyez, je m'y perds. Sur l'utilisation du Attention. plomb dans le vitrail. Parce que si la réglementation donc, se met en place telle qu'on l'a présentée depuis tout à l'heure, cela va avoir des conséquences directement dans vos classes. Comment vous vous y préparez? Eh bien, on anticipe beaucoup. Alors déjà, moi, ce que je mets en place, c'est les tests de plombémie. Les plombémies, c'est l'élève arrive au mois de septembre, dès les premières semaines, il y a une piqûre, on pique à l'UQAD-Néo. Donc, on les fait piquer dans les laboratoires en début d'année et en fin d'année. Ça permet juste de mesurer le taux de plombémie dans le sang de l'élève pour mesurer si la pratique au niveau des ateliers a pu augmenter ou baisser le taux de plombémie dans le sang. Donc, tout ça est contrôlé par un médecin scolaire, par une infirmière scolaire, par un laboratoire partenaire et bien évidemment avec un inspecteur. Donc vraiment, j'ai mis en place un protocole qui permet un suivi strict, régulier et surtout très contraignant, certes, mais qui répond aux exigences et à la sécurité, puisqu'on ne peut pas travailler dans la passion sans la sécurité. Et de santé. Et de santé, bien évidemment, c'est primordial. Voilà, si on arrive à être passionné de quelque chose, c'est qu'on est en bonne santé. Et du coup, l'élève ayant son taux de plombémie, le médecin peut dire, voilà, vous pouvez travailler. Les professeurs eux-mêmes sont piqués et pour mesurer, parce qu'ils sont du lundi au vendredi dans les ateliers, au contact du plomb. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à mesurer que les EPI, donc équipements professionnels de protection individuelle, qui vont du gant aux lunettes, aux vêtements anti-coupe, aux vêtements, aux masques à cartouches, etc., aux lunettes de protection, etc., et les ventilations puissent permettre justement que l'individu ou la personne qui travaille n'aspire pas à ce danger que peut être le plomb, bien évidemment. Comment vous les sensibilisez, les jeunes avec lesquels vous êtes au contact au quotidien? Parce que là, vous présentez les équipements, mais il faut aussi faire passer ces messages et les intégrer. Alors, on les intègre de manière pédagogique, c'est notre cœur de métier, la pédagogie, bien évidemment, mais on les intègre aussi de manière coercitive. Ça veut dire qu'on va placarder partout des affichages. La CRAMIF va fournir l'établissement de fascicules d'informations qu'on va distribuer le premier jour de rentrée avant d'aller se faire piquer, qu'ils vont amener chez eux pour expliquer à leurs parents, à leur famille, à leurs copains, à leurs camarades en quoi consiste le plomb et en quoi consistent les dangers, liés au plomb et pourquoi ils y travaillent et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se protéger. Et à fonction de ça, c'est placardé partout avec aussi un balisage. On rentre dans un sas propre lorsqu'on rentre de la ville, qu'on vient de ville. On se met en tenue intégrale. On rentre dans un atelier. On a des commandes, des robinets à commande fémorale pour ne pas toucher les robinets. On a du savon, on a tout ce qu'il faut pour se laver et ne pas toucher ses propres vêtements. On n'a pas de piercing, on n'a pas de choses qui peuvent absorber le plomb. Et on travaille son vitrail, on travaille son panneau, on le range dans un endroit bien sécurisé, on ressort sur un chemin propre. Donc ça, les élèves, petit à petit, en arrivant depuis la classe de fin de brevet, donc en première année, acquièrent ces gestes-là. Les professeurs également. Et bien évidemment, il y a un contrôle strict de la générale chef proviseur pour bien vous servir, qui passe dans les ateliers pour s'assurer que tout le monde est effectivement conforme à ça. Alors, on est sur un lycée à taille humaine de 200 élèves, avec une équipe de professeurs 30, 35, qui se connaissent tous et qui sont tellement passionnés qu'ils transmettent ça avec bonheur. Et ensuite, ils vont en stage dans les ateliers, notamment chez Cyril. Quand vous entendez toutes les mesures qui sont prises, notamment autour du plomb, ça vous met une certaine pression ensuite dans votre atelier pour respecter ce que ces établissements font. C'est ce que vous disiez très rapidement tout à l'heure, que c'est assez difficile finalement de suivre. Elle parle de façon passionnée, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Mais là, concrètement, à la fin, on travaille un petit peu la journée aussi, on a oublié de le dire, parce qu'effectivement, c'est très dur quand même de se dire après, les sas, les vestiaires et autres, de les suivre. Nous, on ne peut pas. Quand ils arrivent de l'école, on leur dit non, le vestiaire, il y en a un. Oui, mais où on se change après? C'est le même. Parce qu'ils ont été habitués au grand luxe, en quelque sorte. Oui, parce que les centres de formation, ils sont très, très bien équipés. Et nous, par rapport à nous, déjà d'avoir un vestiaire, moi, je suis content. Parce qu'il y a des entreprises, ils travaillent avec leurs propres vêtements et ils repartent avec les vêtements sales. Moi, je suis content, j'ai aussi à mettre un vestiaire et pour les filles et pour les garçons.
Voilà. Alors, sur Lucadneo, on a développé une technique petit à petit, c'est-à-dire que nous avons double EPI. Ça permet, parce que nous savons que dans certaines entreprises, c'est un peu difficile aussi d'avoir effectivement tout ce que je viens de vous décrire. La région Île-de-France, qui est donc en gestion directe de mon établissement, fournit un financement qui permet d'acheter effectivement le boîtier, donc les outils, le coupe-verre, tout ce que nous utilisons au quotidien pour travailler le verre et le vitrail, mais également les pays. Donc on a un financement là-dessus. Donc ce que j'ai mis en place, en plus d'aller prendre le taux de plombémie, c'est que l'élève a 2 EPI, un qui reste dans l'établissement et l'autre qui l'emporte avec lui pour la période de PFMP. Alors PFMP, c'est le stage en période de formation dans le milieu professionnel. Et nous connaissons déjà les entreprises, mais celles que nous ne connaissons pas, nous les présentons en appelant par une prise de contact. Ensuite, l'élève se présente et amène avec lui cet équipement qui est propre. Voilà. Et ensuite, lorsqu'il le ramène, on fait un nettoyage sur un cercle fermé pour justement éviter la contamination. C'est-à-dire que si l'atelier d'art n'a pas d'équipement, l'élève est sûr d'en avoir, voilà, grâce à vous. Si on revient sur les matériaux et les techniques qu'on a évoquées tout à l'heure autour de l'innovation, comment vous essayez d'intégrer ces nouvelles notions de changement, d'amélioration dans votre pratique et dans votre enseignement ? Nous avons essayé de nous approcher et nous allons continuer un partenariat très, très, très serré avec le CERFAV pour justement voir ce qui ressortira de leur expérience sur le substitut de la recherche, sur le substitut du plomb. Nous, pour l'instant, ce qu'on peut utiliser sans utiliser le plomb, c'est les techniques de fusing, c'est les techniques de collage, mais on reste en décoration sur verre. Donc, pour l'instant, dans l'établissement, nous n'avons pas la possibilité de recherche étendue comme pourrait l'avoir le CERFAV. Et malheureusement, il faut l'avouer, nous n'avons pas non plus de partenariat avec d'autres établissements permettant justement de nous rassembler pour travailler dans un sens commun pour l'heure. Donc il nous faut du temps. Nous avons la volonté, nous avons l'envie, nous ne lâcherons rien sur nos pratiques sur le plomb, sur la santé, sur la protection des personnes qui souhaitent découvrir ce métier ancestral et formidable, mais nous pensons aussi qu'il nous faut du temps pour pouvoir trouver des solutions adaptables à ce qu'on a. Est-ce que ces solutions, vous allez les trouver aussi auprès d'anciens élèves sur la pratique qu'ils peuvent faire au quotidien dans des ateliers ? Oui, bien sûr. Les anciens élèves, d'ailleurs Cyril, on fait venir, on voit un peu ce qu'ils ont découvert dans les entreprises, ce qu'ils découvrent avec des nouvelles façons de faire, d'innover, d'apporter aussi un regard totalement innovant sur ce métier beau, ancestral, mais qui ne doit pas rester figé dans le temps. Donc nous avançons petit à petit, mais nous avançons sûrement. Très bien, merci à tous les 4. On va clore cette conférence par un temps d'échange avec vous dans la salle. Vous êtes très nombreux cet après-midi. On va passer le micro, si vous le voulez bien, aux premières questions. Et je crois que Madame devant a une première question. Donc vous pouvez prendre ce micro-là, peu importe. Merci beaucoup. Et on vous écoute. Vous avez évoqué la construction, une église ayant des verres dichroïques. Vous pouvez la citer ? Déjà, oui, très simplement, la cathédrale de Bayeux en Normandie. Vous allez dans cette cathédrale et vous avez des vitraux immenses. Il y en a d'autres ? Oui, il commence à en avoir plusieurs parce qu'au début, ce verre-là fait très très peur. Vous avez un stand sur le carrousel. Je ne sais pas s'ils disposent de ce verre-là. Vous avez un stand de la verrerie de Saint-Just. Peut-être ils ont des échantillons sur leur stand avec ce verre qui s'appelle le verre dichroïque. Mais vous pouvez en trouver effectivement un peu partout. Merci. Il y en a à Metz aussi, si je ne me trompe pas. À Metz. C'est dichroïque, c'est ça ? Verre dichroïque. Mais d'ailleurs, je crois que dans la salle, peut-être, je vois une tête. Il est sur le stand ? Il y a quelques photos. Il y a des photos. Est-ce que vous avez le numéro du stand ? Parce qu'il y en a beaucoup ici au salon. Non. C'est la verrerie Saint-Just. La verrerie Saint-Just. Et il y a tous les plans dans chaque salle, donc vous allez pouvoir vous repérer. Je crois que c'est Delorme. C'est dans la salle Delorme ? Non, c'est juste après. Juste après. Le nôtre, excusez-moi. Le nôtre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame.
On vous apporte le micro. Bonjour. Anne-Laure Lelièvre, je suis en famille avec des maîtres verriers, donc j'ai l'occasion d'en côtoyer. J'ai une question à vous poser par rapport à ce sujet de sécurité. Moi, j'ai l'impression qu'on est maintenant dans une société où, en fait, la sécurité tue. Et là, on parle de tuer un savoir-faire, par exemple, si on doit abandonner le plomb. Je voulais savoir si les mesures qu'on vous impose désormais, elles sont mises en place par des cas avérés où il y a eu effectivement des problèmes, par exemple liés au plomb, parce que moi j'entends mes oncles et tout ça qui disent que ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent dedans et il n'y a jamais eu de problème. Et du coup, en faisant un peu preuve d'honnêteté intellectuelle, je voulais vraiment savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensiez chacun, si c'est pertinent ou vraiment si on va trop loin. Juliette, je sens que vous voulez parler. Oui, oui, tout à fait. Oui, alors on a un législateur qui est quand même formidable, qui a décidé de serrer la vis avant d'étudier la santé des vitraillistes. Il n'y a pas d'études sur notre santé. La seule étude que j'ai pu trouver, elle date d'il y a 10 ans, elle a été faite par l'INRS, elle porte sur 3 personnes. Ils ont étudié le parcours de 3 personnes et la plombémie de 3 personnes. Et les résultats étaient comment ? C'était des gens qui avaient des taux assez élevés, mais enfin, ça servait surtout à montrer que certaines pratiques, certaines activités étaient plus polluantes que d'autres. En fait, montrer que la restauration était plus polluante que la création, voilà, des choses comme ça. Mais je pense que oui, on aimerait bien savoir où en est la santé des vitraillistes. La racine. Où en est la vôtre, par exemple ? Ma plombémie, je pense qu'elle va bien. Je trouve que ça va. En fait, le plomb, c'est insidieux. Quand quelque chose se détraque, on ne sait pas forcément que c'est à cause du plomb. Donc, on a du mal à pouvoir dire, tiens, lui, il est tombé malade, c'était à cause du plomb. Je crois que la racine du problème aussi, scientifiquement, c'est qu'on a identifié que le plomb était toxique sans seuil. C'est exactement comme l'alcool. Au premier verre, c'est pas bon pour votre santé. Ça fait pas très longtemps qu'on le sait. Mais pour le plomb, je crois aussi que ça fait pas si longtemps que ça qu'on le sait. Dès lors que c'est toxique sans seuil, vous avez un point de vue médical qui est qu'il faudrait être exposé le moins possible. Ils n'ont même pas besoin d'aller étudier notre santé. Ils savent que c'est mieux d'être exposé le moins possible. Sauf que le problème, comme vous dites, c'est qu'on est dans une société qui hyper protège. Et puis on est aussi dans une société en silo. C'est-à-dire qu'à la médecine du travail, on pense qu'à la santé. Au ministère de la Culture, on pense au patrimoine. Mais la médecine du travail ne prend pas le point de vue du ministère de la Culture en compte. Si bien qu'on peut tuer un secteur parce qu'on veut protéger la santé des salariés. C'est-à-dire que c'est dogmatique. On est dans un dogme. Oui, tout à fait. Ouais, on n'arrive pas à penser quelque chose de complexe, c'est-à-dire il faudrait prendre en compte la santé des travailleurs, leur santé psychique aussi, parce que quid de gens qui ont investi, qui sont passionnés, qui ont investi des années de leur vie pour être compétents dans un métier, qui ne peuvent plus l'exercer. Après tout, c'est peut-être aussi une question de santé psychique, la trajectoire professionnelle de ces gens. Donc c'est un problème global qu'il faudrait réussir à penser de façon globale, mais nous sommes en face de fonctionnaires qui sont certes très compétents, mais qui ont un seul objectif, qui est protéger la santé. Marie-Alice. Oui, et puis je compléterai aussi en disant que le problème qu'on a, c'est que c'est vraiment quelque chose où ça va dépendre des individus. Et je pense que c'est aussi ça le problème après du ministère de l'inspection du travail, etc. C'est que le risque de la plombémie va vraiment dépendre des gens. Et dans les ateliers, vous avez des gens qui peuvent être exposés au plomb. Ils vont peut-être avoir un pic de plomb pendant 3-4 jours et très rapidement, leur corps va l'éliminer et puis il n'y aura plus de traces et il n'y aura pas de problème. Et vous en avez d'autres, ils vont être un peu exposés au plomb et ils vont garder le plomb très longtemps dans le sang. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est difficile de faire une généralité parce qu'il y en a qui vont très bien réagir et d'autres très mal. Donc et que l'on soit vitrailliste ou non, d'ailleurs. Que l'on soit vitrailliste ou non. Parce que chacun a un taux de plombémie en soi, même si on n'a jamais travaillé le vitrail. J'ai un exemple d'étude qui est très intéressante aussi, qui a été faite à l'époque pour les cristalliers, pour le coup, puisqu'il y a de l'oxyde de plomb dans les verres en cristal. Donc c'est posé la question, est-ce que c'est dangereux de boire dans un verre en cristal ? Alors que c'est tellement agréable. Mais en fait, toute l'étude a prouvé que de toute façon, non, c'est pas non plus le temps que le vin reste dans le verre en cristal. Il ne va pas y avoir d'échange entre le vin et le verre. Donc je vous rassure, vous pouvez utiliser tout le verre en cristal, il n'y a aucun problème pour votre santé. Ça, il n'y a aucun doute. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ces études-là et en creusant, ils ont vu qu'effectivement, là où il faut faire attention à l'interprétation des statistiques, il y avait des gens qui utilisaient des verres en cristal et qui avaient un taux de plombémie qui était augmenté. Mais quand ils ont creusé un peu plus loin, ils se sont rendus compte que ce n'était pas à cause des verres en cristal. C'était parce qu'ils étaient en train de boire du Côte-du-Rhône à l'époque où l'autoroute passait à côté des vignes et qu'il y avait encore de l'essence au plomb. D'accord. Et donc en fait, le plomb ne venait pas du verre en cristal, le plomb venait du vin. Voilà, donc il faut faire très attention aussi. Arrêtez de boire du vin et buvez de l'eau dans des verres en cristal. Par exemple.
Sur la question, moi, je voudrais juste prendre l'exemple de mon établissement scolaire. Lorsqu'on a fait les premières plombémies en 2020, 21, 22, on a eu des élèves avec un taux de plombémie très élevé. Et donc, effectivement, l'ARS s'est souvenu qu'il fallait mettre un contrôle drastique, à juste titre. Et les contrôles qu'on a mis en place avec la CRAMIF, ça a été des prélèvements surfaciques sur toutes les tables pour vérifier comment est-ce que le plomb pouvait se propager dans l'atelier et à quel endroit on pouvait en avoir pour justement cibler ces lieux-là. Et donc, bien évidemment, les condamner. Et on a des travaux qui ont été mis en place pendant plus de 3 ans avec un coût énorme, plus de 3 à 4 millions d'euros dans l'établissement. Donc, un atelier ne peut pas se permettre cela. Dans le cas de l'établissement scolaire, lorsque un visiteur vient chez moi et qu'il reste plus de 30 minutes dans un atelier, 1 heure, on va lui mettre effectivement un EPI. Mais en 15 minutes, on n'a pas le temps d'absorber le plomb. Donc il a fallu montrer à l'ARS, à la CRAMIF et à la région Île-de-France que les peintures sur le sol, les tables vernies, etc., pouvaient protéger et qu'on n'inhalait pas tout de suite du plomb parce qu'on travaillait son panneau de vitrail sur 1 semaine, sur 2 semaines, etc. Et les cas qui ont pu avoir de taux de plomb élevés étaient liés à autres facteurs et pas forcément liés aux facteurs trouvés dans. Donc la question sécuritaire, elle est importante, il ne faut pas la nier. Il faut que les élèves que nous recevons, puisque ce sont des mineurs, j'ai 15 ans jusqu'à plus, puissent être protégés, mais en même temps laisser ce temps de trouver autre chose, parce qu'on ne peut pas faire du... Moi j'ai interrogé les professeurs, on ne peut pas faire du vitrail sans plomb. On ne peut pas. À l'heure actuelle, on ne peut pas. On y arrivera sans doute, peut-être plus tard, mais on ne peut pas. Donc, maintenant, en 2024, dans l'établissement, moi, le taux de plombémie des professeurs et des élèves est en chute libre, chute totale. C'est-à-dire, c'est le minimum que l'organisme a. Et ils sont dans l'établissement de septembre à juin. Donc, ils n'ont pas été contaminés par les ateliers à cause de la pratique du plomb. Pas du tout. Et on est piqué de septembre, on est piqué en juin, et on voit vraiment que notre taux, enfin chacun, les personnels travaillant dans le lycée, a un taux normalisé, et donc ce n'est pas lié vraiment à la pratique du plomb, tant que on le... Voilà. Donc il faut qu'on sorte de cette peur-là aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la peur puisse nous gouverner. Et je vais vous dire quelque chose, la peur est l'ennemi de la confiance. Et nous avons besoin d'avoir confiance en notre patrimoine national. Merci beaucoup. Et en tout cas, nous, on a confiance en vous 4 parce qu'on a pu constater depuis tout à l'heure à travers les échanges bien que cette restriction, voire interdiction, a du plomb dans l'aile. On va clore cette conférence. Juste, je vais ajouter très rapidement, si vous voulez découvrir la... 1, 2, 3. C'est un livre qu'on avait édité la CERFAV, voilà. Pour on a un livre ans. des 30 ans qui est à consulter sur le stand de la CERFAV. Vous êtes à quel numéro ? Du CERFAV. Du CERFAV, pardon, oui. On est juste dans cette salle-là, en C26. Voilà, en C26, vous avez l'occasion, ces prochaines heures, d'aller découvrir et d'échanger avec Marie-Cécile. Marie-Alice, voilà. Vous voyez, il est vraiment temps que... C'est moi qui ai du plomb dans l'aile maintenant. Il n'y a pas le temps pour une dernière question. Une dernière question, mais après on y va parce qu'on est en retard. On est déjà en retard. Voilà. Madame, avec le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Est-ce que lors des études sur le plomb qui pose problème, a été pris en compte les plombages que les gens ont dans leurs dents ? Parce que finalement, c'est peut-être là l'une où la des plombémie est élevée. Une dame va nous répondre. Vous êtes dentiste, madame ? D'accord. Je me permets de vous répondre pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de plomb dans les plombages que vous avez dans la bouche. C'est un terme de vulgarisation à cause de la couleur, mais il n'y a jamais eu le moindre atome de plomb. Il y a autre chose de largement plus toxique, mais pas de plomb. D'accord. On aura appris quelque chose ils sont dorénavant interdits depuis maintenant des années. Donc, plus de soucis. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour cette conférence.
organisé par Atelier d'Art de France, qui est le syndicat des métiers d'art qui organise ce salon international du patrimoine culturel qui célèbre cette année ses 30 ans. Voilà, merci à Atelier d'Art de France pour l'organisation de la conférence.